Donc nous voici au grand B de ce grand 3, une société réorganisée et encadrée. Avec donc un premier point sur les masses de granit. Donc c'est une expression de Napoléon lui-même, Napoléon Bonaparte, qui a donc cité « Les Français sont comme des grains de sable qu'il faut stabiliser en jetant sur le sol quelques masses de granit ». Bonaparte désire terminer la Révolution, il en consolide les principales réalisations, mais il adopte aussi des réformes que lui-même a comparées à ces masses de granit qui visent à stabiliser le pays et peuvent être réactionnaires par rapport à ce qui a été mis en place sous la Révolution. Alors, sur le plan administratif, il conserve les départements qui ont été créés en 1790, mais en 1800, il décide de placer à leur tête des préfets, qui sont donc nommés par lui directement, chargés de le représenter et d'y faire appliquer sa politique. Donc, c'est le document 4, page 25. Et on voit quelles sont les missions qui sont confiées au préfet. Hein, c'est détruire, finalement, mettre fin à la Révolution française. Vous lirez le texte. Administrer, hein, renforcer l'administration. Et puis, on voit qu'ils ont pour objectif de faire rentrer les impôts. Ensuite, sur le plan juridique, c'est la mise en place du Code civil. Donc, je vous donnerai une étude sur le Code civil. Donc, Code civil, alors il y a une erreur dans le polycopier que je vous ai donné qui date non pas de 1802 mais 1804. On l'appelle également le Code Napoléon. Et donc, vous avez page 26-27, un certain nombre d'articles, d'extraits du Code civil. Alors ce texte, il est à la fois, il reprend un certain nombre d'acquis révolutionnaires, mais il va également limiter certaines libertés. Donc par exemple, il confirme l'égalité en droit acquise en 1789, mais il rétablit un principe d'autorité au détriment donc de certaines libertés et donc d'une égalité également. Par exemple, l'autorité du père sur ses enfants, l'autorité aussi de la femme, l'autorité du mari sur sa femme. Donc c'est doc 5, page 27, l'article 213, le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance au mari. Article 214, par exemple. Article 229, le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de la femme, mais on voit que article suivant, la réciproque n'est pas vraie, donc il n'y a pas d'égalité. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune. Également, du patron sur les ouvriers. L'esclavage également est rétabli en 1802, alors qu'il avait été aboli par la Convention en 1794. En ce qui concerne l'économie, il s'agit donc de la fondation de la Banque de France et d'une nouvelle monnaie qui s'appelle le franc et qu'on appelle le franc germinal parce que c'est le franc qui a été fondé à ce moment-là et qui va rester qui est une monnaie extrêmement stable, qui va rester la monnaie de la France pendant plus d'un siècle. Donc ainsi, hein, un redressement de l'économie qui avait été sérieusement malmené pendant la Révolution. Enfin donc, les réformes sociales. Donc, création des lycées en 1802. Alors attention, les lycées de l'époque, hein, c'est pas le même objectif que les lycées d'aujourd'hui. Ils ne sont pas destinés à accueillir tous les enfants de France, mais ils sont destinés à former les futures élites. Et puis également la Légion d'honneur. Donc la Légion d'honneur, c'est une récompense pour les services rendus à la nation, donc, qui existe également toujours.
Donc on voit que Bonaparte reste fidèle à l'idéal révolutionnaire, puisqu'il favorise la promotion au mérite, et s'oppose aux privilèges d'Ancien Régime. Il y a vraiment la volonté de constituer une élite pour la nation, pour l'État, qui ne soit pas issue, enfin qui ne soit pas fondée sur la naissance, mais bien sur la formation, les capacités et les services rendus, ce qu'on appelle le mérite. Donc, on s'aperçoit que Napoléon n'a pas tout conservé de l'héritage révolutionnaire, il a fait le tri. Il a retenu ce qui lui paraissait viable, il a rétabli certains principes qui lui semblaient devoir être restaurés, il a aussi apporté des nouveautés. Donc on peut dire que les acquis de la Révolution ont été remaniés par Napoléon Bonaparte, qui en a réalisé une synthèse originale, qui s'est révélée durable, puisque toutes ces réformes ont perduré jusqu'au XIXe siècle, voire jusqu'à nos jours. Bon, prenons l'exemple par exemple de la Légion d'honneur ou du Code civil, mais le Code civil a été largement rénové. Alors, la paix civile. Donc, la période de la Révolution est une période extrêmement tendue, avec des relations extrêmement compliquées entre les religions, les églises, mais en particulier le catholicisme, et la Révolution, la République, l'État. Je ne reviens pas sur ce qu'on a vu précédemment. Et donc, pour réconcilier les catholiques avec l'État et les rallier au consulat, Bonaparte va signer en 1801, c'est un de ses préoccupations premières, parce qu'il sait que sans paix religieuse, le pays n'arrivera pas à se redresser, que la division restera trop forte. Donc il va signer un texte qu'on appelle un concordat avec le pape, c'est un accord, qui reconnaît la liberté de culte en France. Donc on reste sur les acquis de la Révolution, mais qui proclame la religion catholique comme la religion de la grande majorité des Français. Donc on voit là qu'il y a bien liberté de culte, mais qu'il n'y a pas d'obligation, comme sous l'Ancien Régime, en tout cas pendant une période de l'Ancien Régime, il y a bien égalité entre toutes les religions, en fait, même si le catholicisme est la religion majoritaire. La majorité des Français, elle est reconnue comme telle. Les prêtres doivent prêter un serment à l'État qui les paye. Donc là, on retrouve le principe du serment qui avait été mis en place avec la constitution civile du clergé. Et également une paix intérieure, une paix civile avec le retour sans poursuite des nobles qui avaient fui pendant la Révolution, une sorte d'amnistie finalement de ces nobles. Alors, dernier point de ce grand B, l'encadrement de l'opinion et la restriction des libertés. On est bien dans un régime autoritaire. Donc la population est surveillée par la police. Alors dès le consulat, il y avait effectivement une situation de forte menace sur la République avec, on l'avait vu, la droite monarchiste et la gauche sans culotte, révolutionnaire. Donc il s'agit d'éviter à nouveau les désordres d'ordre politique. Donc renforcement de la population. Par exemple, Chateaubriand, l'écrivain Chateaubriand, très critique sur l'Empire, est chassé de Paris par Napoléon Ier en 1807 et il se retire dans sa résidence de la Vallée aux Loups, près de Sceaux, que vous connaissez bien. Les ouvriers, surtout, sont fortement contrôlés. On les considère comme des classes dangereuses, on considère comme des agitateurs. Ils sont jugés trop proches des milieux révolutionnaires. Va être créé en 1803 le livret ouvrier, qui va permettre aux autorités de contrôler et de limiter la circulation des ouvriers. Donc les ouvriers doivent faire tamponner ce livret quand ils changent de ville, quand ils partent d'une ville pour pouvoir circuler dans une autre ville, et également auprès de leur patron. Alors évidemment, c'est le renforcement, c'est le rétablissement de la censure, donc c'est la fin de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Donc, sur 45 journaux qui existent en 1799, il n'y en a plus que 2 en 1814. Donc là, on voit une censure extrêmement forte. Et évidemment, ça s'accompagne d'une propagande pour l'Empire, pour célébrer l'Empire et Napoléon. Dans la presse, dans les arts, on a vu le grand tableau du sacre de Napoléon tout précédemment de David. On a vu également le portrait d'Ingres, mais également par l'architecture. Par exemple, l'arc de triomphe de la place de l'Étoile
ou l'Arc de Triomphe du Carrousel du Louvre, ou encore la colonne Vendôme, hein, qui est recouverte du bronze des canons pris à l'ennemi, donc à Austerlitz. C'en est fini de ce grand B.